Alors les amis, on se retrouve dans une vidéo d'introduction à l'assemblage. Hier j'avais posté une petite vidéo, mais c'était un peu brouillon. Je me suis fait striker pour des droits d'auteur au niveau du petit son que j'avais mis en fond. Donc on recommence, on va faire beaucoup plus court. Je me suis dit que, ok, introduction, je vais pas tout développer, sinon il y en a pour des heures. La vidéo hier était vraiment trop brouillon, quoi, ça faisait 1h47. Il y avait des choses intéressantes, mais il y avait aussi beaucoup de merde. Et justement, je vous parle tout le temps d'esprit critique et analytique. C'est pas une mauvaise chose que YouTube ait straqué la vidéo finalement, vu que je n'étais pas satisfait de moi de toute façon. Et comme vous le savez, j'ai un très haut niveau d'exigence envers moi-même. Plus sérieusement, donc on va voir l'introduction, on fera maintes et maintes cours à l'assembleur. Aujourd'hui, c'est juste de la petite rétro-ingénierie sur un programme tout simple, vous allez voir. On a trois fonctions, A, B et C. C, c'est la somme de A plus B. On va prendre des entiers relatifs, ok, positifs, si on doit en parler, c'est tout simple, c'est 4 et 5. 4 et 5, si je les additionne, je fais une somme, ok. Et cette somme, c'est égal à C. C est égal à 9. Si je dis pas de bêtises, 4 plus 5 est égal à 9. Donc un tout petit programme, mais on va voir comment on va pouvoir faire de la rétro-ingénierie, comprendre comment ça travaille au niveau des registres, comment on stocke la donnée dans les registres, comment on additionne nos registres, comment on va calculer la somme. Alors le but quand on fait du débugage, c'est toujours de trouver les fonctions, les points d'entrée, pour pouvoir ensuite mettre des breakpoints, des points d'arrêt. Le débugage, c'est-à-dire que je vais pouvoir arrêter en fait le programme à un endroit précis, passer d'instruction en instruction, et dans chaque instruction, je pourrais faire une sorte de fingerprinting, d'empreinte digitale du programme, après l'avoir exécuté en mode débugage, pour pouvoir récupérer et comprendre ce qui s'y passe. Donc ce qu'il faut comprendre déjà, on parle de processeur x86-64, je vous l'avais dit, les ordinateurs ils s'exécutent avec du code machine qui est stocké en octets, c'est très important, et ne confondez pas, un octet en anglais c'est un byte, ok. Des octets ce sont des bytes, ok. À ne pas confondre avec quoi? Avec les bits et les bits. Les bits, tout simplement, c'est... Donc 8 bits c'est un octet. Retenez bien ça, c'est important parce qu'on va voir qu'on adresse, là on va travailler sur les registres en 32 bits, le programme est codé en 32 bits, mais sachez, comme je vous le disais, directement, on a 16 gros registres généraux sur vos processeurs. Si on parle d'architecture Intel, mais je vous rassure, votre processeur AMD fonctionne pareil. On dit Intel parce que c'est historique, c'est eux qui ont travaillé là-dessus les premiers, mais on a des registres en 64 bits, des registres en 32 bits, des registres en 16 bits et des registres en 8 bits. D'accord? Alors, étant donné que on a différents ordinateurs qui ont différents processeurs, le code machine sera exécuté sur ces ordinateurs et il est spécifique au processeur. Je vous ai parlé, non, je vous ai pas parlé, si en entrée, en préambule, on a 6 ou 7 architectures de processeurs. Les plus connus, c'est les CISC, les RISC et les ARM qu'on retrouve dans le dernier processeur M1 d'Apple par exemple, et dans la plupart des smartphones, des tablettes. C'est issu vraiment du monde mobile. À l'inverse, les risques, c'est des gros calculateurs. La PlayStation 3 avait un processeur RISC adressé sur 128 bits, donc c'était vachement en avance sur son temps, sachant que vos derniers processeurs dans vos PC tours portables sont adressés que en 64 bits. Et on a le CISC. CISC, c'est je vous mettrai des ressources, un autre type d'architecture. Donc nous, là, on va s'intéresser surtout aux jeux d'instruction. Je vous ai dit, les jeux d'instruction, en fait, plutôt que faire des opérations émulées directement via la couche logicielle, je peux coder en dur de l'algorithmie, en fait, si vous voulez, des opérations arithmétiques qui vont me permettre de faire tourner nativement directement sur la puce de silicium. Donc je vais pouvoir faire ça de façon hardware. C'est la recherche à la performance, ça va aller beaucoup plus vite. Donc typiquement, on retrouve sur un microprocesseur des jeux d'instructions. On a des vieilles instructions type début des années 2000, on avait du MMX, après on a eu du SSE1, ensuite 2, 3, 4, de la VX, d'autres technologies qu'on a dans les serveurs, en fait, dont on sert
Alors, ça a des noms à coucher d'or, mais je crois qu'on a du TLX, on a du SGX, bref, plein d'instructions qui vont faire certains types de calculs, de la crypto, de l'encodage, du décodage, travailler sur les vecteurs, comme on dit, faire des entiers, faire des flottants, etc., etc. Et toutes ces opérations permettent de faire fonctionner nos programmes. Donc le code machine il est généralement représenté par une forme plus lisible du code qu'on appelle code assembleur. Ok, le code machine, nous, les humains, on a besoin de quelque chose de mnémonique. Comme je vous dis toujours, c'est très dur de comprendre le code machine, à moins que vous en ayez bouffé au petit déjeuner à partir de 2 ans. C'est peut-être possible, mais on travaille sur du code assembleur. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, on va se servir en fait du code assembleur. Pourquoi ? Pour retranscrire le code machine via un compilateur qui va prendre le code source en fait d'un fichier et après avoir fait plein d'étapes intermédiaires qui va produire un code machine qui peut être exécuté par un ordinateur. Par contre là on parle en très haut niveau d'abstraction. Donc pour vous ça sera quoi ? Ça sera typiquement soit un fichier ELF sous Linux, soit un fichier exe sous Windows. Mais n'oubliez jamais que ça c'est la partie applicative, logicielle, ok ? Vous lancez votre exe, mais vous savez pas que votre exe a été compilé à partir de librairies, à partir du C, pour pouvoir être exécuté, être lancé par le système d'exploitation. Mais le vrai boss, c'est qui ? C'est le microprocesseur. Et le microprocesseur, lui, il travaille en bas niveau. Donc, il a besoin du code machine. Donc, votre binaire statique que vous lancez, votre exe, vos jeux vidéo, vos applications, finalement, elles ont été compilées pour pouvoir, en fait, directement ensuite traduire automatiquement en code machine qui va venir s'exécuter sur le processeur. Ça, il faut bien le comprendre. Intel a d'abord commencé par créer un jeu d'instructions 16 bits, suivi de 32 bits, et finalement on est arrivé aux 64 bits, vous l'avez compris. Tous ces jeux d'instructions ont été créés pour une compatibilité descendante, de sorte que le code compilé pour l'architecture 32 bits s'exécutera sur des machines 64 bits. Je vous ai dit par contre, je ne peux pas faire l'inverse. C'est-à-dire que le code compilé pour une architecture 64 bits ne pourra pas s'exécuter sur une machine 32 bits. Ok ? Si vous avez un processeur 64 bits, téléchargez un système d'exploitation 64 bits. Ok ? Si vous avez un processeur 32 bits, utilisez un système d'exploitation 32 bits. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser un système d'exploitation 64 bits avec un processeur 32 bits. Par contre, vous pouvez, avec un processeur 64 bits, utiliser un système d'exploitation 32 bits. Mais vous serez limité à 4 Go mémoire adressable. Ok ? Aujourd'hui, c'est très très peu. La plupart des machines ont 8, 16, 32, 64. Tout va dépendre de ce que vous en faites. Donc, comme on l'a vu précédemment, je vous disais en préambule dans l'introduction, un fichier exécutable pour qu'il soit produit, le code source est d'abord compilé en assembleur. C'est des fichiers .s. Après quoi, il est converti en un programme objet. C'est les fichiers .o. On a quelques librairies qu'on appelle les fichiers SO, SO. Et les opérations, ce qu'on appelle les opcodes, vont permettre via un éditeur de lien de le rendre finalement exécutable, exécutable sous Windows, c'est pour ça qu'il s'appelle EXE. La meilleure façon de commencer, donc, c'est l'assemblage, c'est directement de mettre la main dans le cambouis. Donc on va utiliser Radar avec un E2, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est un très très bon outil pour travailler en bas niveau, faire de la rétro-ingénierie, je vais y arriver, de l'analyse de binaire, et il peut être utilisé pour désassembler tout simplement le binaire. Je vais traduire le code machine en code assembleur, qu'on appelle assembly code, qui est lisible et compréhensible si on s'y intéresse un peu. On va débugger les dits binaires, c'est-à-dire comprendre, parcourir l'exécution et visualiser l'état du programme pour comprendre ce qu'il fait. Je vais prendre l'exemple des registres. Ok ? Les registres, on a beaucoup de registres. Alors, la première lettre, c'est ce qui définit quoi ? C'est l'encodage, en fait. Est-ce que c'est du 64, du 32, du 16 ou du 8 ? Je m'explique. Je vais prendre le registre RAX. Ok ? C'est un des 16 registres généraux. D'accord ? Le RAX, il est en 64 bits. D'accord ? Parce que c'est un R. Ensuite, j'ai la version 32 bits. C'est un E. EAX. Ça, c'est
en 32 bits. Hein. Donc, dès que je veux travailler en 64 bits, j'utiliserai le RAX. Dès que je veux travailler en 32 bits, j'utiliserai le EAX. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que notre application aujourd'hui, notre simple programme qui fait A plus B est égal à C, travaille et codé en 32 bits. Vous allez voir. La X, ok, j'ai retiré le E. Ça veut dire que je suis en 16 bits. Ok. Et enfin, on a la L. Ça veut dire qu'on est en 8 bits. Mais rappelez-vous, hein, 8 bits, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a 8 bits multipliés par 1 byte. Ok? Un octet. Allez, je vais parler en français. Ok? Donc oui, 8 fois 1, ça fait bien 8. Si j'ai 16 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 8 bits qui sont multipliés en fait hein, par quoi? Pour arriver par 2. Vous l'avez compris. D'accord? 2 octets. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à 32? 4. Donc, 8 bits, ça équivaut en fait à 4 bytes. Alors, c'est pour ça qu'on est adressé en 32 bits. Byte ou octet, c'est pareil. Hein, je répète, c'est juste pour vous habituer. Et là, vous l'avez compris. Hein, 4 fois 8 bits, 32. Et 8 fois 8, 64. Voilà comment se passe l'adressage. Délire. Un registre, en fait, c'est quoi? C'est le cœur. Hein, au niveau de l'assembleur, c'est lui qui va permettre de déplacer les blocs mémoire. On va transférer la donnée entre la mémoire et le registre et vice versa. C'est que des opérations de va-et-vient. Ok? Voilà, vraiment ça. On va faire que ça. Hein, on va prendre des cases. Dites-vous que on a quoi? On a vraiment une pile. Hein, je vais essayer très succinctement de vous le montrer. Dites-vous que c'est comme des tiroirs. Hein. Je vais mettre mes données. Ok. Je vais les adresser dans des cases mémoire. Ok. Et j'ai le pile et j'ai le tas. On va voir après pourquoi on sert du pile, pourquoi on sert du tas. Mais grosso modo, on a deux pointeurs d'instruction. J'ai un pointeur pour la pile, qu'on appelle stack, et j'ai un pointeur pour le tas. Ok. Le principe, c'est que on a ce qu'on appelle du FIFO. Hein. First in, first out. Donc première entrée, dernière sortie. Ok. Donc ça, où on a du LIFO. LIFO, c'est quoi? Last in, first out. Donc le dernier entrée, ok, le premier sorti. Tout va dépendre. Hein, puisque, en fait, si je dois faire une métaphore, j'ai un tiroir. Le tiroir, qu'est-ce que je peux faire? Une fois qu'il est rempli, je peux pousser de nouvelles chaussettes dans mon tiroir et au bout le tiroir il est creux. Ça veut dire que les chaussettes qui étaient déjà dedans, là c'est les premières qui sont rentrées, mais si je pousse, j'en mets d'autres, elles vont tomber du tiroir, elles vont sortir. Ok. À l'inverse, qu'est-ce que je peux faire? Si je dois récupérer plutôt que le pousser, je peux tirer les données. Hein. Donc en fait c'est vraiment ça. On a de l'adressage haut et de l'adressage bas. Alors que je vous montre, vous comprenez bien. J'avais trouvé un bon diagramme, je suis un peu dégoûté de pas vous le retrouver là. Allez, on va prendre ça. Voilà. Adressage du haut, adressage du bas. Hein, ça, c'est nos fameuses plages mémoire. Vous allez voir qu'on travaille en offset. Hein. On a 3 sections suivantes. On a le texte qui est tout en bas. Hein. Juste au-dessus de l'espace réservé. Ça, c'est une sorte de rembourrage, en fait. Le BBS, c'est historique. Hein. C'est les premiers compilateurs utilisaient le BBS. Ensuite, on a la data. Hein, la data, elle peut être initialisée ou pas initialisée. Ça, c'est vraiment notre rembourrage qu'on place généralement sous le tas. Ok, ça va nous permettre d'équilibrer. On va pouvoir mettre pas mal de choses là-dedans. On va le voir ensemble. Donc, le texte, les données, les BBS. Ça, c'est ce qui prépare le tas. Hein, c'est toujours en dessous du tas. Là, vous voyez qu'on a un espace réservé. Là, on a le mapping du noyau. Généralement, on a tout ce qui se passe en ligne de commande. Hein, et là, on a notre espace réservé qui va être exécuté. Hein, tout ça, ça permet l'exécution. Après, on a des données initialisées, des données non initialisées. On a des données qui sont en lecture seule. On a des données qui sont en écriture et en lecture. D'accord? Et ensuite, on a nos pointeurs. Donc là, on a une vraie dichotomie. Nos librairies qui tournent là, et on a notre pointeur de pile. Le pointeur de pile, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il empile. Ok? Donc ça sera toujours dans ce sens-là. D'accord? Comme un robot.
il met des briques, tac, 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 il met des briques, tac, tac, tac. À force d'en mets, bah, ça pousse, ça sort, je peux les récupérer et les remettre, ok? Le tas, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il lutte contre la pile. Diamétralement opposé, dichotomie entre la pile, opposition, et le tas. Le tas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il pousse, il pousse, il prend du bas, et il pousse, il prend du bas, et il pousse, d'accord? Je schématise au maximum, ok? Donc, on a quoi? On a la section de texte. Je vous disais qui est ici, c'est celle qui contient le code du programme, hein, plus exactement les instructions en langage machine. C'est une section en lecture seule. Une fois qu'elle a été définie, elle est immuable. Elle sert seulement à stocker du code, pas des variables. C'est important, parce qu'après vous allez voir qu'on stocke des variables et ce qu'on appelle des super variables. Ok? C'est des globales. Donc des erreurs de programmation peuvent entraîner cette fameuse erreur segmentation fault, hein, qui indique à l'utilisateur qu'une écriture non autorisée a tenté d'être faite dans cette zone mémoire. Donc typiquement, on a plusieurs buffer, overflow. On peut travailler sur le texte. Dans ce cas-là, on va chercher la segmentation fault pour pousser le programme à la faute. Je peux également faire quoi? Travailler sur ma pile, travailler sur mon tas. Dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais faire un stack buffer overflow ou je ferai un heap buffer overflow. Ok? C'est typiquement ce qu'on apprend en programmation quand on commence à attaquer soit du hardware, comme je vous disais directement sur le processeur, c'est des failles 0D façon NSA, ok? Soit quand je commence à vouloir faire planter mon programme, ok? Planter parce que je veux réécrire. Le problème, c'est que vous allez voir, on a des espaces en mémoire qui sont protégés. Pourquoi? Sinon, si le programme était mal codé, il pourrait réécrire ses propres instructions. Mais c'est incroyable ça. Vous imaginez pour un hacker? Je peux pousser le programme à la faute et qu'il réécrive ses propres instructions. Mais si dans certaines cases, il y a quoi? Il y a une vérification d'un mot de passe. Il y a quoi? Je peux effacer le mot de passe qui est enregistré. On me demande une clé CD. Je peux faire un bypass. J'ai plus besoin de la clé CD. Je peux lancer mon jeu. Je suis en train de le pirater là, non? Ça s'appelle une cerise. Vous voyez où je veux en venir? On peut faire ce genre de choses. D'accord? Donc, dans son immuabilité, hein, donc elle ne bouge pas, c'est une zone de mémoire de taille fixe. On a de la fixe et de la variable. Le programme va démarrer donc au début de ce segment, puis va lire les instructions les unes après les autres. Cependant, cette lecture n'est pas linéaire. En effet, avec le code de haut niveau que nous produisons, il existe beaucoup de structures de contrôle qui engendrent des appels et des bouts de code qui ne sont pas les uns à la suite des autres. On expliquera par la suite comment l'exécution du programme fonctionne, notamment avec l'aide des registres. Ok? Donc là, pareil, très très bon site que je vous conseille d'aller voir, Hackendo, pour apprendre le hacking. C'est un français excellent. Voilà, allez voir ce site, il est très très bon. Donc les données, les data, hein, les fameuses BBS historiques, ok? Et les données juste avant qu'on arrive au tas. Ça fait quoi ça? Eh ben, elle stocke les variables globales, comme je vous disais, statiques du programme. Si ces données sont initialisées, elles sont enregistrées dans la section data, tandis que les autres sont dans la section BSS, ok? Ce sont également des zones mémoire de taille fixe, hein. C'est pour ça qu'on parle de statique, hein. Il y a un des S qui veut dire statique. Static stored, et j'ai oublié le B, vous m'excuserez, mais ça c'est les premiers compilateurs qui utilisaient ça, ça a évolué, mais exactement comme au niveau de l'historique de nos processeurs, eh ben on avait des vieux registres qui ont été intégrés dans les années 80, après on a récupéré des registres dans les années 90, on a créé de plus en plus de registres. Mais votre processeur en 2021-2022, il a des registres qui ont été créés il y a plus de 40 ans, qu'on continue d'utiliser. Pourquoi? Pour la rétrocompatibilité, tout simplement. Donc c'est des zones de mémoire de taille fixe, je vous disais, on a la possibilité en écriture, parce que je vous avais dit que certaines zones sont que en lecture seule. Là, c'est pas le cas. Les variables finales et statiques ne changeront pas au cours de l'exécution du programme ou du contexte. C'est parce qu'elles sont dans cette zone de mémoire qu'elles peuvent persister. Alors, on ne va pas rentrer dans le code en C pour l'instant. On va voir le tas. Hein, donc le tas, je remonte. Là, on part du bas et on remonte. Hein. Mon tas, il fait quoi? Il est là. D'accord? Alors, les deux variables stockées là, non. Donc le tas, qu'on appelle le heap, hein, quant à lui, il est manipulable par le programmeur.
puisqu'on va pouvoir faire justement, quand on fait du heap buffer overflow, généralement il y a une fonction malloc, ok. On a free malloc, calloc, qui permettent en fait de gérer la mémoire. C'est justement ça. Si c'est mal géré dans votre code en C, vous allez créer des memory leaks, des fuites de mémoire. Votre jeu va commencer à saccader, figer pendant quelques secondes, repartir, refiger. Ok. Typiquement, c'est une application sous Windows ou pas qui va bouffer toute la mémoire et qui va faire une sorte de déni de service. Toute la mémoire paginée, virtuelle et non virtuelle, va être saturée. On va avoir une saturation de mémoire et là, votre Windows fige. Ok, il est quasiment bloqué. Ok. Donc ça, c'est les zones dans lesquelles on écrit les zones mémoire allouées dynamiquement via malloc ou calloc. Okay. Toute cette pile, cette zone de mémoire n'a pas de taille fixe. Elle augmente et diminue en fonction des demandes du programme, qui peut réserver ou supprimer des blocs via les algorithmes d'allocation ou de libération pour une utilisation future. Je dois m'assurer constamment en C que j'ai assez d'espace pour faire tourner mes instructions, stocker mes données, et j'ai besoin de toujours un peu plus, puisque le fonctionnement du programme va également demander un peu de mémoire. Ce n'est pas statique, c'est dynamique. Plus la taille du tas augmente, plus les adresses mémoire augmentent et s'en rapprochent des adresses mémoire de la pile. Ok, la taille des variables dans le tas n'est pas limitée, sauf limite physique de la mémoire, contrairement à la pile. Mais là, déjà, tout est dit. Plus la taille du tas augmente, plus les adresses mémoire augmentent et s'approchent de la mémoire de la pile. Vous avez bien compris, on va pouvoir faire du rembourrage, pousser la taille du tas. Pourquoi ? Pour que les adresses mémoire augmentent et je vais écraser le pointeur de pile. Vous avez dit quoi ? Qu'on était en dichotomie. Si jamais je pousse trop de données, ça veut dire que je peux écrire des données sur la pile. Si j'arrive à faire ça, ok, je vais pouvoir faire quoi ? Stack, buffer overflow. Si je pousse toutes les données sur la pile, à l'inverse, je vais pouvoir quoi ? Écraser les données du tas, du heap. Je vais pouvoir faire un heap buffer overflow. D'accord ? Et en fonction de ça, qu'est-ce que je fais ? J'efface des choses importantes, je fais des bypass, j'exécute des choses qui vont me permettre de contourner les systèmes de protection, contourner les antivirus, contourner la vérification d'une clé CD au lancement de l'application, etc., etc. Voyons un peu le tas, et après on arrêtera là parce que j'ai pas envie de vous perdre. On va voir un peu les registres, ça dit quoi ? Non, c'est trop compliqué, on développera plus tard. Mais vous voyez qu'on a 8 registres généraux en quoi ? En 32 bits. Ok ? Je vous ai dit qu'il y en avait 16, parce qu'il y en a plein d'autres. On en a 4 là, pointeur de pile, ok ? Destination. 4 autres là, accumulateur base, compteur de données, 4, plus 4, 8, 2 fois 8, 16. Okay, je vous dis pas de bêtises. D'accord. Et je vous disais les fameux jeux d'instructions. On va paralléliser les instructions. Donc en tout, il y en a 168. Mais on parle de 16 registres logiques généraux. 8 généraux, pardon, et d'autres spécifiques. Mais par dénominateur commun, on les intègre également dans les généraux, même s'ils sont assez spécifiques. C'est juste pour les différencier des autres. Ok ? Donc ça, on verra plus tard. Nous, on va travailler aujourd'hui, c'est le plus important. Le IP, c'est le pointeur d'instruction. Ok ? Il va me permettre de quoi ? De contenir l'adresse d'instruction que le processeur doit exécuter. On va mettre notre point d'arrêt. Notre point d'arrêt, justement, va nous permettre de jouer sur le pointeur d'instruction et de récupérer les valeurs dans nos registres. Ok ? Donc je m'arrêterai là. J'ai parlé de la pile ou non ? J'ai pas parlé de la pile. Après, je m'arrête là. Donc la pile, la stack, elle possède également une taille variable, mais plus sa taille augmente, plus les adresses mémoire diminuent en s'approchant du haut du tas. C'est ici qu'on retrouve les variables locales des fonctions, ainsi que le cadre de la pile stack frame de ces fonctions. Le stack frame d'une fonction, c'est une zone mémoire dans la pile dans laquelle toutes les informations nécessaires à l'appel de cette fonction sont stockées, et s'y trouvent également les variables locales de la fonction. Vous avez donc peut-être une idée plus claire de la segmentation de la mémoire. De haut en bas, de bas en haut, j'ai des offsets en hexadécimal qui vont me permettre de comprendre sur quelle plage mémoire je me trouve. Cependant, il me manque une notion importante, la gestion des registres. On verra plus tard.
ok? Nous, on va travailler que sur un registre aujourd'hui. Le plus important pour nous, ça va être le EAX, d'accord? Vous allez voir que on fait beaucoup de choses. On verra un peu de DX, mais c'est surtout le EAX qui va faire le taf aujourd'hui, puisque le programme a été codé en 32 bits déjà, hein, donc il en fait partie. C'est les 8 registres généraux 32 bits, et vous allez voir que au niveau des fonctions, elles sont stockées dans le EAX. On va travailler sur le EAX, le DX, et tout remettre dans le EAX. Ok? Typiquement, si je dis pas de bêtises de mémoire, on a 4 qui est stocké, donc A qui est stocké, ma première variable dans EAX. On a EDX qui est égal à 5, hein, c'est ma deuxième variable B. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une opération de sum. Ok? Donc il va falloir que je prenne EAX, que j'ajoute dans EAX, EDX, que je fasse le calcul et que j'enregistre à nouveau la valeur dans EAX. Si ça s'est bien passé, on va voir les différentes étapes, on aura 9, hein, puisque 5 plus 4 est égal à 9. D'accord? Donc pourquoi je vous parlais de tout ça? Parce que justement, je vous ai dit, tiens, les fameux registres là, hein, 64 bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, eh ben, c'est important. Puisqu'on opère des opérations arithmétiques sur les registres et la data, la donnée. Okay, on a une partie qui s'appelle le transfert contrôle. On va contrôler le transfert entre les différents paris du programme vers l'architecture x86-64. Les registres sont en 64 bits et on a 16 registres. D'accord? Donc les 16 registres, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. On travaille sur des data types. Hein. Je m'arrêterai là après. Juste retenez le type de données initial, le suffixe et sa taille en bytes. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous disais ça. Donc le premier, c'est le byte, hein, qu'on appelle un octet. Donc 8, vous l'avez compris, on le note B, hein, et il est égal à 1 byte. C'est pour ça que 8 fois 1, 8 bits. Ensuite, on a quoi? On a le word, les mots. Comme quand on casse des mots en mathématiques, on fait de la crypto, on essaye de trouver des mots de passe. C'est un word, et il est égal à quoi? Il est égal à 2 bytes. Donc 2 octets. Okay, c'est pour ça qu'en 16 bits, 2 fois 8 bits. Parce qu'on travaille sur des words, vous l'avez compris. Là, on travaille sur des bytes. Ensuite, on a le D-word. Vous l'avez dans vos clés de registre Windows. D-word, ça veut dire double word. Ok, retenez, c'est la même chose. Et on appelle ça aussi un long. Ok, donc on le note L. L, ok, ou D-word. Peu importe, ça dépend. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 4 bytes. Hein, 4 bytes, donc 4 octets. Intéressant. Ça veut dire que le AX sur lequel on va travailler aujourd'hui, il utilise les D-words, ok? Codé sur 8 bits, ça nous fait 32 bits. Et enfin, on a le quad, qu'on appelle Q-word, ok? Et on appelle ça un quad word. Alors, soit un quad, ça dépend. Retenez aussi, soit un quad word, qu'on appelle Q-word en abrégé. D'accord? Et là, vous imaginez bien, c'est quoi? C'est bien, en fait, Q noté, et c'est 8 bytes. Ça nous permet d'encoder et de travailler sur nos registres 64 bits. D'accord? Ensuite, on a des flottants. Les flottants, là, on travaille sur les entiers. On a aussi quoi? On a aussi des flottants. C'est-à-dire quoi? 1,12, c'est un flottant. D'accord? Ça, c'est mon flottant. Ça, c'est mon entier. Ça, c'est mon flottant. D'accord? Donc, je vais arrondir si je travaille en virgule flottante. Des fois, l'ordinateur a beaucoup de mal à arrondir, contrairement à l'être humain. On nous apprend à arrondir. On fait du flottant, on a 2 types de flottants. Ok? Typiquement, allez, on a du single précision et on a du double précision. Alors, dans les jeux vidéo, on parle de FP16, ok, et le double précision, FP16, FP32, hein, comme en bits. Et quand on veut faire vraiment du calcul scientifique, je crois que le double, on est en 32, à vérifier, je sais plus. Hein. Moi, je connais la partie
Je suis pas développeur de jeux vidéo, mais allez vérifier. Tapez sur Wikipédia FP16, FP32, FP64. Vous allez voir, ça permet de tout simplement, rendre vos jeux vidéo. La carte 3D va travailler en simple, en double ou en quadruple précision. Ok. Et généralement, ça sert pour le calcul scientifique. Voilà. Ok. On va voir un peu, parce qu'on vous rabâche tout le temps, ouais, 12 teraflops, ceci, cela, que vous compreniez bien. Au niveau de l'architecture, ça marche pareil. Ok. Donc les teraflops, c'est quoi? Au début, on comptait en flops, mais maintenant, c'est du teraflops. C'est du floating point operation par seconde, donc du nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. On calcule ce nombre de flops à partir de nombre 32 bits. On parle alors de simple précision ou SP, FP32, ou d'un nombre en double précision, donc c'est le 64 bits, autant pour moi, que l'on n'oubliera pas de préciser au moment d'annoncer le résultat. Donc vous voyez, ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui va déterminer déjà la puissance, ok, en teraflop. Et nous on parle en FP32, pas en FP64, ok. C'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus vendeur de dire ma Radeon 7700 fait quasiment 10 teraflops. Oui, mais en fait, en FP64, elle en fait que 4, quoi. Donc, détends-toi. C'est qu'on a la précision simple, qu'on appelle single mode, S, ok. Et ça vaut 4 bytes. On l'a vu ici. Flottant, c'est comme si c'est un double word, ok. Sauf que c'est sur un flottant. On ne travaille pas sur les entiers, donc 4 bytes. Et si c'est du double, vous l'avez compris, on parle de longue, longue, double précision. Donc 8, ok. 2 x 4, 8. Donc ça, c'est vraiment pour nos flottants, ok. Ça sera pour nos entiers, d'accord. Donc, on peut commencer. Ah si, un dernier truc. Une adresse, ça peut être deux choses en assembleur, je vous le dis. Ça peut être soit une valeur, ok. Donc l'adresse, c'est la valeur de quoi? D'une de mes variables qui est stockée en mémoire, ou ça peut être une adresse mémoire. Alors, une valeur est stockée en mémoire via une adresse mémoire, l'un ou l'autre, ok. Mais les deux, ce sont des adresses. Il y en a une qui permet de savoir l'endroit où est stockée la valeur d'une instruction, ok. Et il y en a une autre, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire que je vais pouvoir stocker, par exemple, un entier positif. 3, 4, 5, 12, 28, 32. D'accord? Ça, c'est du Léa. Ensuite, on a add. Add, je viens de vous le montrer. Qu'est-ce qu'on fait? La destination est égale à la destination plus la source. Donc, je prends tout ce qu'il y a dans quoi? Dans EAX, je l'additionne avec ce qu'il y a dans EDX et je stocke tout dans EAX. D'accord? Ensuite, on a le sub. Sub, c'est l'inverse. Je prends tout ce qu'il y a dans EAX, je soustrais et je stocke tout dans EAX. On a emul. Emul, c'est la multiplication. Ok. On a ensuite ce qu'on appelle du bit switch. Alors, bit shift, pardon. Alors ça, c'est des opérants, comment vous expliquer? Soit on va faire un décalage d'un bit, ok, sur la gauche, soit sur la droite. Donc ça sera un SALQ, L comme left, soit ça sera un SARQ comme right. On aura du XOR. Alors le XOR, c'est assez intéressant. Je vais vous expliquer très succinctement. On va permuter au niveau de la logique. XORer, ça va nous permettre de faire de l'offuscation, d'empêcher la rétro-ingénierie, d'éviter les antivirus, de créer des virus qui soient indétectables, entre guillemets. Là, pour nous, je vais vous montrer juste un truc simple. Imaginons qu'on a un 101, ok, et que je travaille sur une autre valeur. Donc là, on est en binaire, qui soit 001. Qu'est-ce que ça va me donner, ce résultat? Eh ben, tout simplement, quand on XOR, on va faire quoi? On va prendre les valeurs. Donc, les valeurs, elles sont quoi? Si elles sont égales, c'est un 1. Si elles sont pas égales, c'est un 0, en fait. Donc, 1 est différent de 0. Ok? 0 et 0, c'est vrai. Et 1 et 1, c'est vrai. Donc, ça donnera 100. Par opposition, on a le AND. Le AND, lui, va faire tout l'inverse. Je reprends mon exemple, ok?
C'est pas très important, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Je reprends mon exemple. Là, bah, ça va être l'inverse. C'est quoi? Là, c'est le 0 qui prend le dessus. Ok? 0 et 0, 0. Et 1 et 1, bah, ça fait 1. D'accord? Donc si on XOR ces deux résultats, ça nous donne 100. Si on fait un AND logique et, ok, on arrive à 0, 0, 1. Voilà. Ensuite, on a quoi? On en a deux autres. On a AND. Hein, donc, il va prendre la destination et la source stockée dans la destination. Et on a le OR, ce qui va faire un OU. Hein. Donc, typiquement, quand on travaille sur des langages de programmation, vous savez, le OU, on le fait comme ça. Soit ça, ou ça. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe à la pratique. Ok? Il y aurait tellement à dire. Hein, je vous ai dit, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on vulgarise. Mais déjà là, si vous avez suivi jusque-là, je pense que vous allez un peu mieux déjà. D'accord? Donc on va récupérer Radar, je vais le lancer en mode débugage et on va voir comment on peut se balader. Le but c'est de comprendre les instructions. On va voir les plages mémoire où sont adressées. Hein. On va travailler sur la sim main, sim comme symbolique, et la main c'est la fonction main principale. Vous aurez toujours une main. Hein. Donc on va voir ça ensemble. On va se connecter à la machine, je récupère l'adresse IP. Hop, casse-toi. Alors, c'est ça. Ok, ça commence bien. Ce qu'il me fait là. Fait. On n'arrive pas à résoudre. Bah ouais, s'il n'y a pas d'arrobase en même temps. Bon, le mot de passe. Alors, faut que j'aille récupérer le mot de passe, désolé. Parfait. Donc, on est sur la machine. Ok, je vais lancer Radar. Il va falloir quelques secondes pour l'analyser. On a quoi? On a notre fichier, file. Ok, je vais faire un file 1 pour connaître la nature. Là, il me dit, écoute, list significant bit. Ok, parce qu'on a des poids lourds et des poids faibles. Là, on est en poids faible, ce qu'on appelle du list significant bit. Ok, LSB. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore, on verra ça plus tard, mais grosso modo c'est un exécutable 64 bits et on va travailler sur des instructions 32 bits, ok? Vous allez voir qu'il est codé en 64 bits parce que mon processeur, là, le serveur c'est un 64 bits, par contre vous allez voir que le code en lui-même, on va travailler sur des registres, tout est stocké en 32 bits. Okay, donc l'un n'empêche pas l'autre. Okay, il faut que ça soit par contre le binaire statique en 64 bits, sinon il ne peut pas se lancer. Alors, on va le lancer. Je sais que c'est pas un virus. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bah voilà, la valeur de A est 4, la valeur de B est 5, la valeur de C est 9. Donc, algorithme très simple, A est égal à 4, B est égal à 5, C est égal à A plus B, somme. Il fait la somme. D'accord? Donc on va passer en mode débugage. Radar 2, R2, D2, R2. Je vais y arriver. Ok. Et je lui dis, bah écoute, tiens, on travaille sur file. Ok. Donc là, si vous ne savez pas, vous faites A, point d'interrogation. Là, on peut faire différents types d'analyse. Nous, aujourd'hui, celle-ci sera suffisante. Vous pouvez faire un double A ou un triple A. Ok? Je vais faire un triple A. On va voir. Donc là, ça analyse tous les flags, tous les liens symboliques, les points d'entrée. Grâce à ça, je peux passer en mode débugage. Je peux commencer à insérer mes breakpoints et à analyser les opérations qui sont effectuées au niveau des fonctions dans les registres. Ok? Et récupérer les valeurs directement
dans le processeur, dans les registres du processeur. Anal BB Max Size, on est en train de toucher le fond. Là, c'est clair qu'on parle en très bas niveau. Donc on va attendre que le monsieur ait fini, et puis on va définir notre point d'arrêt, on va voir la fonction main. Ok, donc là il a analysé tout le code, il récupère les longueurs de bits, les références, les appels aux fonctions, ok, récupère les fonctions, donc avec leurs valeurs, les variables, les super variables, ok, nos globales, nos constantes, etc., etc., nos carsets. Je vais pas rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on veut, AFM. Là, il vient de me dire, Coco, vous vous rappelez de l'espace mémoire au bas? Là, j'ai mes plages mémoire en offset, ok? Et il y en a une qui m'intéresse qui s'appelle sysmain, ok? Mais on va pas s'emmerder, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Oubliez tout ça, le plus important, c'est la plage mémoire. Et c'est son nom, mémonique. Moi, je sais que je peux appeler ça, ok? C'est tous des sims parce qu'elles sont symboliques, ok? C'est des liens symboliques. On avait quoi? Je vous ai dit en préambule qu'on avait un éditeur de liens qui créait un lien symbolique vers quoi? Les fichiers .s, les fichiers .o, les fichiers .so en C qui nous permettent, grâce au compilateur, de faire l'exécutable statique ou dynamique que vous avez sous Windows, sous Linux ou n'importe quel système d'exploitation. Donc AFL, je veux faire un grep sur la main. Et là, il me dit, elle est là. D'accord? Donc, on va lui demander de print, d'afficher, de désassembler la fonction. Donc, PDF. PDF, rien à voir avec vos PDF. Ok? Ça veut dire print, disassembly, function, et je lui mets le nom de la fonction. Ok? Mais je peux faire aussi PDF, quoi? PDF main. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors, par contre là, j'ai pas l'adressage mémoire, ça commence bien. Quoi, j'ai pas mon adressage mémoire? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ok. Donc je recommence. Là, je vais mettre un arrobas pour avoir l'adressage. @main. Voilà. Là, c'est un petit peu plus complet. Parfait. Donc on est bien sur ma sysmain. Ok. 68 bytes. On a quoi? On a une fonction. Ça, c'est une fonction. Donc c'est ma fonction simmain. C'est ma fonction main. Ma fonction main, je peux déjà décomposer. Hein. J'ai quoi? J'ai 3 variables. Il stocke 3 entiers. Ok. J'ai le nom que j'utilise dans Radar. Hein. Vous allez voir qu'on a local SH, on a local 8H et on a local 4H. Ok. Ça va me permettre de m'y retrouver. Et là-dedans, j'ai quoi? J'ai l'adressage au niveau de la mémoire. Hein. Là, au niveau des registres. Ok. On voit que là, on est 0xc en hexa, c'est 12. Ok. 8, 4. Alors, très important, ça c'est le début. Hein. On voit qu'on stocke nos variables, je vous disais. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc ces 3 lignes, c'est les variables qui sont enregistrées dans la fonction. Hein. La deuxième colonne, je vous ai dit, c'est les entiers. La troisième colonne, c'est le nom de référence qu'utilise Radar. Et la quatrième colonne, c'est la memory location. Hein, c'est la location mémoire. Ensuite, on a quoi? On va travailler sur des variables, je vous ai dit, qui sont stockées. Hein. Le plus important, on a dit quoi? 4, 5. Et on va faire une opération. 5 plus 4, 9. Résultat. Affichage. Ok? On retrouve le message qu'on a vu. The value of A is 4. The value of B is 5. The value of C is 4 plus 5
add, EAX, EDX, 4 plus 5, 9. On efface la pile, hein. Une fois que le registre, on s'en est servi, on le vide, via un move, à nouveau, on leave et on return. Quitter proprement ma fonction. Alors, on va décomposer. Moi, ce qui m'intéresse, qui attire tout de suite mon œil, pourquoi? Parce qu'on a exécuté notre programme, c'est ça. Là, on a quoi? On a un long, ok? Et là, vous allez me dire, mais non, t'as pas un long, t'as un D-word. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un D-word et un long, c'est exactement pareil. Donc, on travaille en 32 bits, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit qu'on travaille sur quoi? Sur EAX. EAX, je vous ai dit quoi? C'est du 32 bits. Si c'était du 64 bits, ça serait RAX. Si c'était du quoi? Du 16 bits, ça serait AX. Si c'était du 8 bits, ça serait AL. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien connaître les registres. Vous voyez la fonction Léa dont je vous parlais? Là, le Léa nous permet d'afficher quoi? Le message quand on exécute le file 1. Hein? Le binaire statique, typiquement, c'est grâce au Léa qu'on peut afficher ce résultat. Mais avant, on a plein d'opérations. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, ce qui est le plus intéressant, c'est que je vois cet adressage mémoire. J'ai quoi? Je fais un move. Hein? Sur quoi? Sur un D-word. En effet, là, on a 4 qui est stocké dans quoi? Dans local SH. C'est super intéressant parce que ça me dit dans local SH, écoute, c'est une variable et il y a bien un entier qui est stocké dedans. Et cet entier, c'est 4. D'accord? Donc là, on est en train de déplacer. Moi, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je vais lui dire, écoute, je vais mettre un breakpoint, donc un point d'arrêt, et le programme va s'exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence du haut, il va vers le bas. Donc, il va lancer cette instruction. Il va lancer ensuite cette instruction. Tout se fait de façon séquentielle. Cette instruction, point d'arrêt, il va s'arrêter là. D'accord? Donc, il faut déjà que je définisse mon point d'arrêt. Comment je fais ça? Je récupère en fait la valeur de l'offset, hein, l'endroit en mémoire. Et là, je vais lui dire, écoute Coco, tu vas nous faire quoi? Un point d'arrêt. DB, et je lui donne la valeur. Hein. Donc ça, c'est pour m'assurer que je définis bien mon point d'arrêt. Ensuite, je recommence, je fais mon PDF admin. Je veux m'assurer que j'ai bien mis mon point d'arrêt. Et là, il me met break, B comme breakpoint. Ok? Il me dit maintenant je m'arrête là. Écoute, à chaque fois que tu vas exécuter le programme, je vais faire ça, ça, ça. Et tout ce que je devais faire après, je le fais pas. D'accord? Donc, ça c'est important. On va voir que ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'arrêter, hein, de mettre notre point d'arrêt. On va le faire ici. Maintenant, il faut qu'on exécute le programme. Hein, on est en mode debug. Je vais lui dire, écoute, tu lances le programme, mais rappelle-toi qu'à cet endroit mémoire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'arrêter. D'accord? Donc, on va faire un décès. Là, il me dit, j'ai exécuté le programme, mais Coco, rappelle-toi, tu m'as mis quoi? En 400B55? Bien sûr, 400B55. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, 0x00, on peut l'effacer. Oubliez. Pensez, là, je suis en 400B555. Là, je suis en 400B71. Ça nous sert, bien sûr. Un offset mémoire, vous ne pourrez pas retirer ça. Mais nous, humains, prenez l'habitude d'effacer. Je m'explique. 471, je peux l'écrire comme ça. Ok? 471, je peux l'écrire comme ça, avec un flottant. Ok? Ça, c'est toujours 471. Qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit? Ça, on s'en fout. Je peux les effacer. C'est 471. Mais pareil, ça, c'est 471. Ça, c'est 471. Ça, c'est 471. Ça, c'est aussi 471. Donc, côté gauche, on peut aussi les effacer. C'est exactement cette logique que vous devez appliquer. Arrêtez de vous prendre la tête quand vous débutez en assembleur. Au X, ouais, ok, d'accord, on est en hexadécimal. Mais moi, je m'en fous. Ok? 400B6B. Mais nous, on est en 400B55. Et là, si je refais un PDF admin, c'est intéressant parce qu'il va me dire quoi? Il va me mettre un RIP. Ah, là, il me dit rest in peace. Hein? Vous vous rappelez notre pointeur d'instruction EIP dont je vous parlais? Là, on a fait notre point d'arrêt. Là, ça veut dire, il me dit, écoute, là, ça vient de s'arrêter. Hein? Donc, j'ai pris en compte les 3 instructions. C'est parfait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître la valeur du registre.
Ok. Si j'exécute la fonction suivante, qu'est-ce qui va se passer? On va opérer des opérations sur le registre. On va déplacer, on va faire un move de la valeur 4 du registre à un autre pour le stocker dans un autre registre. Hein, on a vu opération, opérande, opérande. Hein. Donc opération, source, destination. Ou à l'inverse, opération, destination, source. Ça dépend. Là, on est en Intel, on n'est pas en AT&T. D'accord? Donc la destination est toujours à la fin, la source au début. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est récupérer la valeur. Ok? Je sais qu'il y a un move qui permet de transférer des valeurs au niveau de mes registres. Je viens de faire DC, j'ai exécuté le programme touche notre point d'arrêt. Ça le stop et du coup, ça affiche la fonction main. Et on a notre RIP qui me dit, écoute, là, ça c'est l'instruction où l'exécution s'est arrêtée. Donc, je me suis occupé des 3 premières lignes. Moi, j'ai vu quoi? Qu'il y a un 4 qui est stocké dans local SH. Je sais qu'en effet, c'est une variable et c'est un entier. 4 est un entier, ça tombe bien. Maintenant, je sais que c'est sur cette plage que je vais devoir travailler. Ok? Donc, je vais lui dire, écoute, PX avec l'adressage mémoire. On a vu que cette variable, 4, c'est un entier. Elle est stockée là-dedans. C'est plus facile pour nous de parler, mais la vraie plage, c'est ça. Ok? Donc, je vais la prendre. Et là, je vais lui dire PX at partie mémoire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour cet adressage mémoire, ok, les différents offsets de haut en bas. Rappelez-vous du haut en bas. En bas, memory alloué, texte, ok. Tout ce que je vous avais montré, en fait, qui prépare le tas, données initialisées, non initialisées, on remonte, on a notre tas, le heap, ensuite on a la pile, et ensuite on a la partie la plus haute. Vous vous rappelez? De haut en bas, de bas en haut. Je vous avais expliqué, soit on rentre les données comme ça, soit on les pousse vers le haut, c'est le boulot du tas. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Techniquement, on est à 0. Ok? Qu'est-ce que ça me montre? Ça me dit, hey Coco, là, ta variable, dans l'espace mémoire, c'est quoi? Premier, deuxième, 0, 0, 0, 0. Elle est égale à 0. Il n'y a rien dedans. Ok? Il n'y a rien dedans. Pourquoi? Tes octets, enfin, au niveau de tes bits, pardon, ils sont égales à 0. Ok? Donc, si on exécute l'instruction, on voit qu'en effet, on n'a pas encore quoi? On n'a pas encore stocké la valeur 4. On va le faire justement à l'instruction suivante. C'est pour vous montrer qu'à cet endroit mémoire, pour l'instant, on n'a rien qui a été stocké dedans. Ce qui est normal, on va le faire. C'est suite à ces opérations et à l'intégration dans la plage mémoire que le 0 va passer à 4. D'accord? Donc là, je vais lui dire, écoute, je sais que tu es à 0, je veux comprendre la logique. Est-ce qu'on pourrait passer à l'instruction suivante? On va voir également la location mémoire et on va voir si ça a confirmé ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, DS, et je lui ai dit, écoute, PX là-dessus. Bon, je vais le faire à la main, excusez-moi. Hop. Incroyable. 0, 0, 0, 0 est devenu 0, 4, 0, 0. Toujours au même offset, on voit bien que ça a pris en compte la valeur. On les stocke dans un tableau en fait. On part tout le temps, vous le verrez tout le temps en assembleur, là, dans cette partie, on a quoi? De 0 à 9, et après vous avez A, B, C, D, E, F. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Et vous voyez qu'on stocke. On stocke. Moi, je travaille que dans cette partie-là. Dans 0 et dans 1 à 7 offset. Et là, je vois que j'avais 0. Là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de stocker ma variable qui est un entier. Et il l'a passé à 4. On a fait notre move DWOW local SH. Parfait.
Ensuite, vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe? Il est censé stocker un 5. Hein, ailleurs, vous avez bien compris, je ne peux pas enregistrer au même endroit. Pourquoi? Sinon, j'écrase le 4, ça devient un 5. Donc, la deuxième variable, elle est quoi? Elle est dans local 8H. Et elle est à cette adresse mémoire. D'accord? On va voir. J'espère que je suis assez clair. Donc on voit, je vous ai dit que nos deux, on parle en bytes. Hein. Ça, c'est des octets en fait, que ça soit bien clair aussi. Qu'est-ce que j'ai? Mes deux premiers bytes, ils ont la valeur 4. Mes deux seconds bytes, ils ont la valeur 0. Ok? Mes 0400, ça veut dire 4 en décimale. Ok? Puisque les zéros qui sont avant, je les efface. Le zéro qui est avant, je l'efface. Les zéros qui sont après, je les efface. Ok? Nous, humains, on comprend 4. 4 entier, relatif, entier, positif en mathématiques. Ok? Pas bien compliqué, mais que vous compreniez bien les mécaniques. Maintenant, j'ai vu que moi, ma valeur 5, on n'est plus dans local 4H. Il faut aller dans quoi? Dans local 8H. D'accord? Donc, on a quoi? On a un move GWord local 8.5. Techniquement, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déplace la valeur de local 8H vers le registre EAX. D'accord? Comment je sais ça? Ça, stockage, ça, déplacement de ma première variable. Ça, stockage de ma seconde variable, déplacement de la seconde variable. Elle est là. D'accord? Donc vous voyez, c'est des cases. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'est un va-et-vient entre quoi? Entre les registres. Quoi? Pour modifier les valeurs, les stocker, etc., etc. Au niveau de nos instructions dans cette fonction main. Donc continuons, développons. Donc je sais que je récupère la valeur de local 8H et je le déplace vers EAX. Moi je veux connaître la valeur du registre EAX. Ça tombe bien, on a une commande qui s'appelle DR. EAX. B, on l'a déplacé. Là, je l'ai décalé, enfin. On était là. Donc, entre la locale CH et la 8H. Et on déplaçait ce qu'on a vu. Ok, je vais vous expliquer en fait. On récupère enfin notre 5 dans le RAX. Avant, c'était pas du tout le cas. Hein, il était quoi le RAX? Il était à 7 espaces. D'accord? Donc on a avancé au niveau de mon instruction. Comment je sais ça? Je peux à nouveau lui dire quoi? At main et voir mon RIP. La valeur de RIP elle a changé. Hein, là je suis en 400 B69. Avant j'étais en 400 B66. Donc tac, tac. On passe d'une instruction à une autre. Vous l'avez compris, de façon séquentielle. Eh ben oui, mon RIP avant il était là, entre les deux là. Maintenant il est ici. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez la logique. C'est-à-dire, la logique, c'est que, j'ai commencé du haut de la pile et je descends, et j'exécute mes instructions les unes après les autres de haut en bas. Ok? Et à chaque fois, mon RIP, mon breakpoint reste là. Mais je lui ai dit, instruction suivante, du coup le RIP descend d'une case, instruction suivante, le RIP descend d'une autre case, d'une autre case, d'une autre case. Du coup, là, qu'est-ce que je viens d'exécuter? On était avant à 3 instructions, j'ai exécuté un DS 4 fois, et ça a exécuté les déplacements. Le move DWord 4, 5, et ça les a stockés. D'accord? Donc là, on voit l'allocation en mémoire, ok? Donc là, c'est intéressant. J'ai quoi? J'ai mon 4 et j'ai mon 5. Dans le RAX, j'ai mon 5. Ok? Et avant, on a vu quoi? Dans le RDX, qu'on a notre 4. Ok? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous l'avez compris. On va additionner 4 plus 5. On va en faire la somme. Et ça va nous donner 9. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, pourquoi RDX? Parce que EDX c'est le 32 bits, RDX c'est le 64 bits. Pourquoi EAX?
Eh ben, parce que c'est le 32 bits et le RAX, c'est le 64 bits. Pourquoi tu me dis ça? Parce que là, n'ayez pas peur. EAX, RAX, 5, EAX, 5, EAX, ok? Quoi? Deuxième variable, local 8H. Oui, local 8H, 5. Dans quoi? Dans EAX, mais EAX c'est RAX, ok? Et je récupère la valeur RAX 5. Je répète, hein, pour que ça rentre. Ensuite, on a dit, pourquoi 4? Bah parce que EDX, RDX, 64 bits. Ok? D'accord? Donc vous voyez comment on store parfois dans des registres 32 bits et après on les passe dans le registre 64 bits. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas vous perdre, mais vous voyez bien qu'on a récupéré nos deux valeurs et c'est bien les registres dont on parle. EDX, RDX, EAX, RAX. Et maintenant, on va faire un add. Qu'est-ce que va faire add? Vous l'avez compris, dans cet espace mémoire, on va avancer et il va prendre 4. Et il va l'ajouter à 5 et il va l'enregistrer dans EAX. Ok? Donc ça prend 4. Non, ça prend 5, pardon, d'EAX. Ok? Ça l'additionne avec 4 de DX et ça met tout dans EAX. Donc EAX d'abord était à 5, EDX était à 4, on additionne le tout, ça fait 9 et on va le mettre dans EAX. Donc EAX passe de 5 en 9. On va voir ça en 5. D'accord? Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des valeurs de registre à registre et je le store tout le temps dans la destination. Moi, ma destination sur cette opération, je vous ai dit quoi en Intel? Je répète si je me suis trompé tout à l'heure, je crois que je vous ai dit ça. Ça, c'est la destination. Ça, c'est la source. En AT&T, ça, c'est la destination. Ça, c'est la source. D'accord? Ben non, on est en Intel. Donc, j'ajoute quoi? J'ajoute vers la destination et je fais une opération à partir de la source. Opérateur. Opérande. Opérande 2. Ok? Donc, EDX5 plus quoi? Plus 4. EDX4 plus 5 et je stocke dans EAX, donc 9. Ok? Donc EAX, maintenant, est devenu 9. Comment je sais ça? Eh ben, on va regarder. Je vais quoi? Je vais passer à l'instruction suivante et je devrais avoir quoi? RAX, maintenant, qui est égal à 9. Ok? Puisqu'on a vu qu'on travaille sur nos registres 32 bits, mais finalement, c'est stocké. C'est stocké dans quoi? Dans les 64 bits. Là, la valeur, elle est dans le 64 bits, c'est RDX, ok? Avant, ma valeur, elle est stockée dans quoi? Elle est stockée aussi dans le 64 bits. Pourquoi? Parce que c'est le RAX. Et qu'est-ce que je vous ai dit? La destination, c'est notre RAX. Donc, si je prends 4 de RDX, je l'additionne au RAX, qui est égal à 5, et que je stocke tout dans RAX, 5 plus 4, RAX va être égal à 0x00000009. Comment je sais ça? Eh ben, vous allez voir. Instruction suivante. DR. Merde. Merde, c'est bien ça. Ok? Donc, je vous donne un programme très simple. Vous imaginez bien que dans la vraie vie, ça va être extrêmement plus compliqué. Mais c'est pour comprendre les mécaniques. Hein? Comment ça fonctionne? C'est de la magie noire. Là, on travaille en bas niveau. Vous voyez qu'on déplace des valeurs. On utilise des opérateurs logiques, on utilise de la logique, on utilise de l'arithmétique simple. Là, je fais quoi? Je fais une simple addition. Et je stocke la somme dans le registre. Ok? On a vu. Et maintenant, vous savez jongler au moins entre du 32 bits et du 64 bits. Tout de suite, RAX, 64 bits. EAX, son équivalent 32 bits. On stockait tout à l'heure l'autre valeur dans quoi? Dans EDX. Ah, EDX 32 bits. Son équivalent 64 bits, RDX. D'accord? Pareil. Il faut que vous soyez, ça soit bien clair. Et la preuve en est. Regardez le RDX, il est à 4. On n'a pas effacé encore le RDX. Il a son ancienne valeur. Hein? Et on a poussé RDX vers le RAX.
Le rack, s'il était à 5, si je pousse 4 à 5, 4 plus 5, ça passe à 9. D'accord? Donc voilà, c'est un simple exemple, mais il faut que vous compreniez bien tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, on va déplacer les valeurs d'un registre à une autre. C'est exactement ce qu'on va faire là. Là, qu'est-ce que je fais? C'est quelques instructions qui impliquent de déplacer des valeurs des registres aux variables et vice-versa. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un aller-retour, ok? Un va-et-vient au creux de mes reins pour faire l'amour, pas une femme, mais au registre, ok? On va faire cet aller-retour, 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 aller-retour. Désolé pour la métaphore vaseuse, ok? Donc, ensuite, on a la fin. La fin, c'est le plus important. Après, je veux quoi? Je récupère le string, la valeur, et je dis, hey, je sais, je vais voir dans le registre, je sais qu'il y avait un 4. Là, il te dit, ah ouais, A est égal à 4. Ensuite, B est égal à, ah, attends, je vais chercher la valeur. Ah oui, à 5, ok. Et après, il a fait le add. Il connaît, il a fait la somme. Il te dit, ah bah oui, puis la valeur de C, tiens, 4 plus 5 est égal à 9. C'est ce qu'on voit quand le message, quand on exécute le logiciel. Hein, quand j'ai fait mon ./file1. Je vous remontrerai, que ça soit bien clair. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut tout stocker. Tout stocker, tout le résultat de la fonction, hein, des différentes instructions, je les stocke et c'est ce qui se passe là. Hein. Je vais stocker tout dans cette première ligne, EAX. On a vu qu'on travaillait bien sur EAX puisque la valeur finale est dans RAX. Et EAX, c'est l'équivalent, 32 bits. D'accord? Donc là-dedans, je stocke tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut afficher le résultat. Là, je fais un call system. Hein, et je prends mon lien symbolique et j'utilise printf. Printf, vous la verrez tout le temps en C. Ça permet d'afficher le résultat. Ni plus ni moins. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je nettoie EAX. Ok? J'ai stocké une valeur dedans dans la mémoire, je la vide proprement. Je l'écrase par un 0. Je repasse. J'étais à 9, je la passe à nouveau à 0. Je fais mon leave, mon return. Je quitte proprement. À chaque fonction, fin de fonction, vous aurez quoi? Vous aurez le return, le leave d'abord et le return ensuite. D'accord? Ça permet de quitter proprement ma fonction principale, ma main. Donc ce qu'il faut retenir, mettre des points d'arrêt au bon endroit qui vous intéresse. On va regarder le mouvement de va-et-vient entre quoi? Les variables, nos instructions, récupérer les valeurs dans les registres et dans les plages mémoire via les offsets. Ok? Si jamais je fais une erreur, je peux recommencer tout ce que j'avais fait. Je veux réinitialiser le quoi? Le RIP, hein? Mon point d'arrêt, je vais faire un OOD. Ok? Il a réinitialisé. Si je lui fais un PDF admin, on est bon. On repart de 0. Il n'y a plus mon RIP. Ok? Et DB, je peux le supprimer. Je peux remettre mon DB à cet offset. Je peux le remettre où? Je veux quoi? Je veux mon DB ici. Ok, mon breakpoint. DB. Ok. Donc voilà. C'était une introduction. J'espère que ça vous a plu. Une petite mise en bouche, mise en forme. Quelques règles de base pour comprendre l'assembleur. Mais voilà, votre processeur passe son temps à faire ce type d'opération. Et une série de petites opérations logiques arithmétiques permet de faire des solutions très compliquées. Enfin, de résoudre des problèmes mathématiques très compliqués. Problèmes mathématiques qui vont faire tourner vos jeux vidéo, qui vont faire tourner vos applications, qui vont faire tourner votre système d'exploitation. Hein, le propre de l'algorithmie, c'est décomposer quelque chose de très complexe, ok? Faire tourner un jeu vidéo avec 120 joueurs à 60 images par seconde, en multi, Call of Duty, hein, en quelque chose de plein de petites opérations. Plein de petites opérations que je vais paralléliser, hein, que je vais threader, que je vais exécuter
dans mon pipeline, mes pipelines du processeur, grâce au registre, grâce au jeu d'instructions, ça va être accéléré de façon hardware. C'est ce qui me permet de faire tourner le monde informatique. Ok, grâce au processeur, grâce au code machine. Et là, on voit le code juste au-dessus. C'est le code assembleur. Il n'y a pas plus bas niveau. Après, il y a le code machine, mais nous, personne ne sait parler code machine. C'est beaucoup trop compliqué. Ça, c'est le niveau d'abstraction juste au-dessus pour pouvoir comprendre et susurrer à l'oreille. Pas des chevaux, mais du microprocesseur. Je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.